Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire ReFashion. So for non-French speaking participants, you can scan the QR code here, so you will be able to have the presentation slides in English. And also we will share you the replay of this webinar, with English subtitles. It will be available by the end of the week. Donc je continue la petite introduction. Quelques règles sur le déroulé du webinaire. Donc on vous rappelle qu'il y aura un replay qui sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de ReFashion. Vous recevrez un petit mail pour vous informer de cela. Au niveau du timing, on est parti pour une présentation de 45 minutes. Je vais vous donner juste après le détail. Et il y aura bien 15 minutes de temps de questions-réponses pour traiter toutes vos interrogations. Nous vous invitons donc à écrire vos questions dans l'espace dédié, c'est l'espace QR que vous pouvez voir en bas de votre écran. Et vous n'hésitez pas aussi à réagir dans l'autre espace dédié, le chat. Et bien évidemment, le support sera disponible à l'issue du webinaire si vous souhaitez y revenir. Rapidement sur le devoir de confidentialité et les obligations en matière de droit à la concurrence. Donc c'est un rappel, ce webinaire se tient pour échanger des informations qui sont non confidentielles. Donc on vous invite à être en conformité avec ce droit et de ne pas diffuser toute information commerciale qui serait sensible. Et un point sur les intervenants du jour. Donc nous retrouvons Clara et moi-même côté ReFashion pour la présentation du sujet des expérimentations incorporation de matières recyclées. Et nous avons également Julien Velgan de l'équipe de Deloitte qui nous accompagne sur ce sujet. Et côté intervenants externes, nous en avons 4 aujourd'hui. On a Caroline Bottin de Kiabi, Emmanuel Prété de Tissage de Charlieu, Alexia Coupier de 1083 et Martin Richaud de Nouvelles Fibres Textiles. Ils auront la parole dans quelques minutes. Et concernant l'ordre du jour, donc on va commencer par une introduction rapide avec un rappel de qu'est-ce que ReFashion. Ensuite, Clara et moi, nous vous présenterons qu'est-ce que c'est que les expérimentations incorporation de matières recyclées. Pour la troisième partie, on laissera la parole aux témoignages des précédentes expérimentations qui ont eu lieu en 2025 et qui sont pour certaines toujours en cours. Et ensuite, nous vous débrieferons un petit peu des modalités pour participer et que vous puissiez candidater en 2026 à ces expérimentations. Et ensuite, un petit temps de questions et réponses. Donc j'enchaîne, je commence avec l'introduction, un petit rappel sur qu'est-ce que ReFashion. Donc ReFashion, c'est quoi? ReFashion, c'est l'éco-organisme qui est en charge des déchets textiles d'habillement, linge de maison et chaussures en France. On est agréé par les pouvoirs publics selon un cahier des charges et on est intégralement financé par ce qu'on appelle les éco-contributions qui sont payées par les metteurs en marché, donc c'est-à-dire les marques textiles et chaussures. Notre mission principale, c'est donc d'être en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie des produits textiles et chaussures qui sont mis sur le marché français à destination des particuliers. Et pour réussir cette mission, on opère via différentes actions d'éco-conception, de réparation, de seconde main, de collecte, de tri, de réutilisation et de recyclage. Et maintenant, je vais passer la parole à Clara qui va prendre la suite, la partie 2. Merci Clotilde, bonjour à tous. Donc maintenant, on va pouvoir faire un petit zoom sur le dispositif des expérimentations incorporation de matières recyclées. Donc vous retrouverez l'abréviation IMR pour parler d'incorporation de matières recyclées dans nos documents et dans les slides qui suivent. Donc tout d'abord, l'enjeu aujourd'hui sur l'incorporation de matières recyclées, c'est que s'il n'y a pas de débouché pour ces matières, il n'y aura pas de recyclage et donc ça veut dire pas de souveraineté matière en France et en Europe.
Donc aujourd'hui, les principaux objectifs sur ces expérimentations d'incorporation matière recyclée, comme on vient de se le dire, c'est tout d'abord de venir créer de la demande, de venir stimuler la demande en débouchés, et donc c'est-à-dire en matière première recyclée post-consommateur. C'est aussi le fait de venir créer des synergies entre les acteurs français et européens pour venir développer des chaînes de valeur en local. Et pour vous, porteurs de projet, c'est aussi l'occasion de venir valider la faisabilité technique et économique de votre produit qui intégrerait ces matières recyclées post-consommateurs. Donc l'idée globale vraiment derrière ces expérimentations, c'est de venir transformer la circularité en avantage concurrentiel et en une opportunité de marché. Et nous, ReFashion, notre mission, c'est de venir vous accompagner sur ce sujet pour vous aider à monter ce projet et vous accompagner d'un point de vue financier, mais aussi technique. Donc, on vous a remis ici quelques exemples de débouchés possibles pour ces expérimentations. Donc, ça peut se faire via des procédés de recyclage chimique, mécanique ou thermomécanique. Et on couvre à la fois la boucle fermée. Donc, la boucle fermée, c'est pour revenir sur des produits dans le domaine textile ou chaussures. Donc, ça peut être produire un fil qui intègre de la matière recyclée, des étoffes tricotées ou tissées, des semelles de chaussures. Et on vient aussi sur la boucle ouverte, donc par exemple pour des applications dans le bâtiment avec des non tissés ou sur de la plasturgie. Et donc plus concrètement, en quoi consiste une expérimentation d'incorporation de matières recyclées? On va toujours partir d'un cahier des charges du client. Et par exemple, dans le cas d'une demande où le client est un metteur en marché qui veut développer un fil recyclé, nous, on va venir vous accompagner dès les étapes de préparation, de tri et de recyclage pour obtenir cette matière recyclée post-consommateur. Et ensuite, on vous accompagne aussi sur tous les essais de filature, voire de tissage et de tricotage selon les besoins du metteur en marché. Et on vient aussi soutenir tout ce qui touche au contrôle qualité, aux tests de performance jusqu'aux produits finis. Sur de la boucle ouverte, c'est le même schéma. Donc, par exemple, pour un feutre recyclé pour du bâtiment. Et tout au long de l'expérimentation, on vient vous accompagner via des points de suivi réguliers. Et en fin d'expérimentation, on fera un retour d'expérience avec tous les partenaires et un bilan de cette expérimentation. Et je laisse la main à Clotilde pour la suite. Pour vous faire un petit retour d'expérience à date, car comme je vous l'ai dit, c'est les premiers projets qui ont été lancés en 2025 ne sont pas tous finalisés, mais on a tout de même quelques informations pertinentes à vous partager. Donc au niveau du nombre de dossiers, nous avons lancé 12 projets en 2025, dont 9 en boucle fermée, où le but c'était de refaire des produits textiles ou chaussures, et cela pour 15 clients finaux, dont 13 mettant en marché textile et chaussures. Au niveau des tonnages qui ont été traités, donc on a pu traiter 242 tonnes de textiles et chaussures usagés, non réutilisables, post-consommation français. Et à terme, si ces projets continuent, c'est à horizon de 3 ans, on estime à 3500 tonnes de TLC usagés non réutilisables qui pourraient être utilisés pour poursuivre ces projets. Maintenant, si on se focalise un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on a fait concrètement, quels sont les produits, les matières, on a pu tester 33 produits finis. On a beaucoup de variétés de choses dans les différents projets qu'on a pu suivre. On a réalisé des fils, des tissus, des tricots, des semelles de chaussures. Donc ça, c'est pour les produits boucle fermée. Et pour la boucle ouverte, on a pu réaliser des produits, des palettes et des panneaux isolants. Et en tout, c'est 7 matières différentes qui ont été travaillées en recyclage, donc le coton, le polyester, l'EVA, le caoutchouc, l'acrylique, le polyamide et le PVC. Et un dernier slide sur ce point-là, un petit zoom sur qui sont les différents acteurs qui ont participé l'année dernière. Vous pouvez le voir sur la carte, on a presque 60 acteurs différents qui ont été impliqués sur ces projets-là, qui sont de métiers très différents. C'est des acteurs qui ont osé relever ce défi de s'attaquer au recyclage de textiles et chaussures post-consommation, et cela pour
plusieurs clients finaux. Donc on va faire un zoom un petit peu plus conséquent juste après sur les interventions, mais on retrouve des clients de la boucle fermée, mais aussi de la boucle ouverte. Je vais maintenant te passer la parole, Julien, pour la partie témoignage. Super. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Clotilde. Comme tu l'as dit au tout début, donc je travaille au sein de l'équipe développement durable du cabinet Deloitte et on accompagne à ce titre eFashion depuis plusieurs années maintenant sur le lancement, le suivi opérationnel et les bilans de ces expérimentations PMR comme IMR. Au cours de ces expérimentations et plus largement en fait autour du recyclage textile, on a lu, comme peut-être que vous aussi vous avez lu et entendu ces choses-là, voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de choses, parfois vraies, parfois fausses. Et aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire avec les équipes Refashion, c'est démêler le vrai du faux. En l'occurrence, on va essayer de démystifier 4 idées reçues. Ces idées reçues, ça peut parfois être un frein en fait au développement du recyclage textile, à la stimulation de la demande en produits recyclés. Donc, on va essayer de démêler le vrai du faux sur ces idées-là. Comment on va faire ça? Donc, on va partir simplement de la réalité du terrain, de la réalité des expérimentations qu'on a menées, qui sont parfois encore en cours, de la réalité même de plusieurs acteurs. Donc, il y aura 4 intervenants, 4 entreprises différentes. Donc, j'aurai le plaisir d'accueillir tour à tour Caroline Bottin de l'entreprise Kiabi, Emmanuel Prétet des Tissages de Charlieu. Ensuite, on aura Alexia Coupier donc de 1083 et enfin Martin Richaud de Nouvelle Fibre Textile. Je précise aussi avant de commencer que vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. On les prendra notamment pendant les 15 minutes à la fin de la réunion. On va commencer tout de suite avec vous, Caroline Bottin, leader Ecotech donc chez Kiabi. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, une des idées reçues souvent entendues donc, au sujet du recyclage textile, je cite, hein, c'est ce qui est marqué sur la slide que vous voyez ici, on dit souvent que l'incorporation de matières recyclées pourrait brider la créativité des marques. Avant peut-être de rentrer plus spécifiquement sur cette idée, est-ce que vous pouvez nous rappeler le point de départ derrière la participation de Kiabi à ces expérimentations? Qu'est-ce qui a motivé finalement votre choix en interne chez Kiabi de participer? Alors, notre choix, il vient déjà d'une décision stratégique qui date de notre vision. Notre vision qui s'appelle 2035, qui a donc démarré en 2025 et qui est en continuité avec une vision qui est faite tous les 5 ans. Cette vision et les objectifs stratégiques qui en découlent, c'est de baisser notre empreinte carbone, de développer la circularité et pour cela, d'utiliser plus de matières recyclées et particulièrement du coton, puisque le coton est notre fibre principale, puisqu'on a beaucoup de produits enfants-bébés en particulier. Et en fait, l'idée, c'était d'aller vers le coton post-customer, étant tout à fait conscient du gisement que nous-mêmes, nous provoquons en fin de vie sur le marché. Le déclic lui-même, ça a été la rencontre au Refashion Recycle Summit de l'année dernière avec Tissage de Charlieu, qui était pourtant déjà un fournisseur, mais avec qui on n'avait pas forcément pensé à travailler comme ça. Donc voilà, c'est un heureux hasard et des objectifs qui se rassemblent. D'accord, donc un projet d'entreprise soutenu par la direction, et puis vous aviez déjà, comme vous le disiez, un pied ou même une jambe finalement dans le recyclage textile avec ces premiers contacts avec Tissage de Charlieu. Une autre question peut-être par rapport, pour rester dans cette expérimentation, à quel débouché en fait vous espérez arriver en termes de couleurs? Là, on en voit certaines sur la slide, en termes de collection, en termes de processus créatif. Comment ça s'est passé pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, ça s'est pas passé tout à fait comme d'habitude, donc d'où l'intérêt d'en parler ensemble. Ce qui s'est passé déjà, c'est que nous sommes allés visiter avec Clément, qui est en charge au global de la circularité chez Kiabi. Nous sommes tous les deux allés visiter Tissage de Charlieu et un certain nombre de ses sous-traitants à proximité, donc dans les alentours de Charlieu, qui est pas très loin de Roanne. Et puis, nous avons essayé d'envisager ensemble ce qu'on pouvait faire, plutôt que d'aller inventer quelque chose d'impossible, de plutôt se dire, nous, on vend ça, vous fabriquez ça, est-ce qu'on arrive à trouver des ponts? Et j'ai été nommée comme chef de projet sur la partie textile par la directrice des collections afin de faciliter la relation directe vraiment quasiment hebdomadairement entre les deux entreprises.
Ce qui s'est passé comme d'habitude, c'est qu'on a fait faire des dessins par les stylistes en disant on aimerait faire des sacs shopping, on aimerait faire une fouta, c'est un potentiel pour la plage, les 2 coordonnées, c'est ce que vous voyez sur les photos d'ailleurs sur la fiche technique. Et puis on s'est dit il y a un potentiel autour du denim, mais c'est avec des fils différents, des couleurs différentes. Donc il y a eu un peu 2 axes de travail, mais pour autant plusieurs couleurs de fils et surtout plusieurs titrages de fils pour répondre à ces différents produits. Donc, il y a eu un travail plus basique stylistique et puis après un travail de coordination pour arriver à un jeu de couleurs spécifique à cette tendance mode. Et pour cela, au lieu de partir de nos pantônes habituels qui ont un côté confort parce que le fournisseur n'a qu'à s'y matcher, enfin venir réaliser le pantone, là on est parti de la gamme de tissage de Charlieu en cherchant des ambiances couleurs à partir du dessin de la styliste. On a un peu revisité et puis derrière on est parti ensemble vers du prototypage. Voilà, et tout ça dans un temps plutôt long parce que c'était la première saison et qu'on expérimentait ensemble. On a démarré en fait le travail en juillet dernier et les produits Fouta et sacs seront en magasin normalement tout début avril. Donc on est en production actuellement. Merci beaucoup. Donc effectivement, ce que je comprends de ce que vous nous racontez, c'est pas ça pas forcément, ça n'a pas bridé la créativité, mais plutôt renouvelé un peu le processus entre vous et vos équipes, avec ces changements aussi autour des couleurs. Donc très intéressant. Et pour finir, en préparant donc cette intervention, cet échange, vous me parliez d'une anecdote peut-être que vous avez eue au sujet au cours de cette expérimentation qui a impliqué vos équipes produits. Est-ce que vous pouvez nous la partager peut-être pour conclure cette première Oui, intervention? on est avant tout 2 équipes l'une en face de l'autre, l'équipe de tissage de Charlieu et la nôtre. Et de mon côté, en fait, j'avais sollicité la styliste, la chef de produit pour les quantités, mais les mises au point au jour le jour, les coloris et tout ça, c'est moi qui ai géré en direct. Et donc j'avais un besoin qu'elle puisse se réapproprier, que ça soit la chef de produit accessoire pour le sac ou la chef de produit linge de maison pour la fouta. J'avais besoin qu'elle se réapproprie les produits et donc j'ai fait des réunions avec elle à peu près tous les 2 mois. Et il y a un moment où on a reçu les foutas, on a reçu les sacs, j'étais fière de leur montrer. Et comme on avait un petit doute sur la dimension, la chef de produit a allongé la fouta par terre et puis elle s'est allongée sur la fouta et je me suis dit ça y est, c'est gagné, elle s'est approprié le produit et on va aller au bout sur cette démarche. Donc ce qui me semble important, c'est vraiment d'associer les équipes opérationnelles en conclusion à toute cette démarche, même si elle est assez différente de ce qu'elles vivent au quotidien. Merci beaucoup. Donc effectivement, on voit bien que ça fait travailler toutes vos équipes ensemble, les équipes d'une même entreprise ensemble. Puis vous parliez au tout début des fournisseurs avec Tissage de Charlieu, effectivement, donc ce renouveau de l'approche collaborative grâce à ce travail sur la matière recyclée. Donc merci beaucoup Caroline pour cette intervention. On va pas forcément partir très loin parce que les mêmes produits que vous voyez sur la photo précédente, en fait, ils n'auraient pas pu voir le jour sans un acteur mentionné par Caroline. Donc cet acteur, c'est Tissage de Charlieu. Pour cette deuxième intervention, j'ai donc plaisir d'accueillir Emmanuel Prétet. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous. Avec vous, on va essayer de tenter donc de démêler une autre idée reçue que vous voyez s'afficher sur votre écran, selon laquelle il n'existerait pas finalement d'écosystème industriel européen pour le recyclage textile. Pareil, de la même façon, peut-être pour bien resituer le contexte pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle des tissages de Charlieu dans cette expérimentation et à quel moment précis finalement vous intervenez dans celle-ci? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis ingénieur textile au sein des tissages de Charlieu, donc du groupe Tissage de Charlieu, et je m'occupe plus spécifiquement des développements techniques autour de l'ingénierie du recyclage au sein de notre bureau d'études circularité. Et donc notre groupe industriel, nous, on travaille, donc on a différentes activités. La première, donc le tissage, qui est notre activité historique, notamment en tissage jacquard, mais également en tissage en uni. La partie confection,
manuel et automatisé, essentiellement pour du packaging textile, et notre pôle recyclage qui nous permet justement de préparer de la matière, de sourcer, préparer de la matière pour l'incorporer dans divers produits, dont des fils. Et le gros du travail qu'on a mené conjointement avec Caroline et ses équipes, c'était justement de pouvoir incorporer une part significative de matière post-consumer dans des nouveaux fils pour refaire de l'habillement. C'est ça aussi qui est un petit peu nouveau. Nous, on fait du recyclé depuis une quinzaine d'années. En tout cas, on achète de la matière recyclée et on crée des recettes avec nos partenaires filateurs. Depuis au moins 5 ans, on inclut de la matière post-consommateur dans ces nouveaux fils. Voilà, donc de la matière française finalement, du coton français, etc. Mais essentiellement pour servir plutôt nos gammes de packaging textile. Là, on va dire le point de bascule, ça a été pour pouvoir servir non pas du packaging textile, mais un marché d'habillement, notamment avec les foutas et les jeans. Donc c'est un niveau au-dessus avec des exigences particulières en tout cas. Ouais. Un changement aussi pour vous dans vos pratiques. Ce qu'on voit aussi ici là, à l'écran, c'est que vous êtes un maillon finalement clé de la chaîne en lien avec d'autres industriels, d'autres acteurs, il y en a un certain nombre ici qu'on voit, 10 acteurs français, 3 acteurs espagnols. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez appris finalement en travaillant au cours de cette expérimentation avec eux au quotidien? Est-ce que vous avez, par exemple, dû adapter certains procédés, certaines pratiques comme ce que vous mentionniez juste avant? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a la chance de participer à la renaissance, si on peut dire, de la filière recyclage textile française depuis pas mal d'années. On n'a pas la vocation de connaître tout le monde, loin de là, mais on connaît pas mal d'acteurs. Donc depuis toutes ces années, on a bâti un écosystème de partenaires en France et dans les pays limitrophes essentiellement, qui nous permet justement de pouvoir réagir à toutes les possibilités. Donc en effet, il y a la théorie et la pratique. La théorie, bah, c'était de travailler avec différents partenaires le plus locaux possible, en tout cas, tout en ayant également une viabilité économique pour arriver aux objectifs de prix pour Kiabi. Et en effet, dans le cadre de ce programme, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on a été amené à développer 9 fils différents en 100% recyclés, incorporant entre 10 et 20% de matière post-consumer dans chacun des fils. Et sur cette base-là, donc on a dû travailler 5 recettes de couleurs permettant de faire ces 9 coloris différents. Et en effet, on a eu voilà, des aléas de production, des plannings qui sont plus aussi ouverts que ce qu'on avait prévu au début. Donc on a dû changer quelques plans rapidement pour garder les délais. Donc en effet, grâce à notre écosystème de partenaires, on a pu changer très rapidement notamment de partenaires pour les filochages, pour faire des effilochages sur des petites quantités, voilà, sur quelques centaines enfin en tout cas moins d'une tonne de matière, ce qui n'était pas possible avec notre partenaire actuel dans des délais raisonnables. Donc voilà, donc ça, on a dû travailler sur la réactivité, voilà, sur des choses qui soient pragmatiques, réalistes, mais réalisables dans des délais et tout en maintenant surtout une notion de qualité qui est importante pour le produit final. Je comprends effectivement que vous avez dû vraiment adapter les procédés, mais enfin les pratiques, mais qu'en même temps, vous avez vite su rebondir, trouver de nouveaux partenaires grâce à votre réseau. Et donc, finalement, ce qu'on montre ici, à travers un exemple, c'est qu'il y a le savoir-faire existant en Europe pour beaucoup de choses. Et j'avais peut-être une dernière question, Emmanuel, pour finir. En termes d'ouverture d'opportunités, en fait, est-ce que ça ouvre la porte, cette expérimentation, pardon, à d'autres projets similaires à plus grande échelle peut-être, ou peut-être des nouveaux types de produits qui intégreraient des matières recyclées? Bah, en effet, oui, là, ce qu'on fait avec Kiabi, bon, c'est une première étape. On espère pouvoir développer des choses dans le temps, voilà, sur un temps long.
on a planté une petite graine et on va espérer qu'elle germe et pousse correctement. Voilà, en effet, ça nous permet aussi d'imaginer d'autres typologies de fils, notamment des fils plus fins sur lesquels on n'avait pas trop eu l'opportunité de travailler ces dernières années, ce qui va aussi nous ouvrir pardon, des opportunités vers d'autres typologies de tissus et d'autres typologies de produits finis. Et en effet, l'idée, c'est de poursuivre bien sûr la collaboration avec Kiabi et également avec d'autres partenaires clients de notre entreprise. Ouais, tout à fait. Un bel appel, effectivement, à la collaboration pour conclure. Merci beaucoup, Emmanuel. On va passer à une troisième intervention maintenant. On change d'expérimentation. Déjà, j'ai le plaisir d'accueillir Alexia Coupier de Mi83. Bonjour Alexia, je vous vois pas, mais j'imagine que Bonjour Julien. ouais. Bonjour. Pareil, une question similaire peut-être pour commencer et replacer le contexte de cette nouvelle expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venue la volonté de Mi83 de participer à une expérimentation IMR auprès de Refashion? Bien sûr. Donc rapidement, je me présente. Alexia Coupier, je travaille pour 1083. Je suis en charge des relations extérieures et des partenariats. Et pourquoi est-ce qu'on a souhaité partir dans cette expérimentation avec Refashion? Tout simplement, on a eu une première expérience sur la création de produits recyclés avec un jean que l'on a fait, le jean qu'on appelait 100% français, en coton français, cultivé en France, et pour moitié donc coton français, pour moitié coton recyclé. Mais on l'a fait en très petite quantité. Et puis pour recentrer un petit peu aussi la discussion, 1083, on est une marque, mais on est aussi un industriel. Et du coup, en tant qu'industriel, on fabrique comme tout autre industriel, et vous le savez tous, à partir du moment où on fabrique et où on crée, bah forcément, dans un deuxième temps, par ricochet, on va créer un déchet. Donc nous, l'idée avec justement cette première expérimentation, c'était de voir comment on pouvait gérer nos propres déchets. Alors pour cette première expérimentation, on avait fait avant celle qu'on fait actuellement, puisqu'on est encore en expérimentation avec Refashion, on était parti sur des chutes de coupe et du post-consumer. Aujourd'hui, via l'expérimentation Refashion, notre objectif, c'est de développer ça à plus grosse échelle, à plus gros volume et avec du post-consumer uniquement. Merci beaucoup. Donc effectivement, il y a aussi cet enjeu autour de votre appareil industriel, enfin, de la question de la fin de vie des déchets, donc qui est un peu le point de départ de ce que je comprends, un des points de départ derrière votre participation. Pour continuer sur cette lancée, finalement, qu'est-ce que cette expérimentation vous a permis de faire que vous n'aurez peut-être pas fait tout seul, notamment je pense en termes de tests, en termes de volume. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous avez faites grâce à cette expérimentation? Bien, c'est justement ce que vous dites, c'est la notion de volume. Comme je vous disais, la première expérimentation qu'on ait faite, c'était sur une petite quantité. On était parti sur, de mémoire, 1,6 tonne de coton, tout confondu. Donc, c'est l'histoire de quelques jeans, je dirais. Après, aujourd'hui, l'idée, c'est de voir en termes de volume et de mètres linéaires quelle est notre capacité à pouvoir créer du recyclé, sachant que l'objectif pour 1083, c'est que l'ensemble de ces collections, de ces modèles, de ce qu'elles créent, puisse comporter minimum 25% de recyclé. C'est-à-dire que sur le fil d'intérieur, on souhaite que celui-ci soit fait de moitié de tissus provenant d'une consommation post-consumer, voilà, d'une matière post-consumer. Mhm. Et ça, seul, on n'aurait pas pu porter ce test-là financièrement, aussi en termes de temps, de coordination, etc. Puisque comme on peut le voir sur la slide, il y a 1083 et je représente 1083, mais il ne faut pas oublier Tissage de France avec qui on travaille et Aurélien d'Allongeville qui justement est vraiment sur la partie technique du tissage. Parfait, merci beaucoup. J'ai oublié de préciser évidemment ce que vous voyez en gros sur votre écran, qui est l'idée reçue qu'on cherche à démystifier avec vous, Alexia, hein, le fait que les matières recyclées restent des produits de second choix, cette idée reçue-là. Pour en parler spécifiquement, on connaît, il y a beaucoup de marques qui hésitent à se lancer parce qu'elles ont parfois peur
de la matière recyclée qui pourrait abîmer peut-être l'image, la qualité perçue de leurs produits. On pense parfois à l'effet moucheté de certains produits a priori à cause du recyclé. Vous, à partir des premiers résultats de cette expérimentation, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se vérifie? Ou est-ce que sur la qualité, il y a d'autres choses qui apparaissent? Alors, il y a deux choses, l'aspect visuel, purement visuel, et effectivement la qualité. L'aspect visuel, bah, d'ailleurs, je rebondis un peu parce que tout à l'heure, effectivement, mes confrères et consoeurs disaient que on se connaît un petit peu tous dans ce milieu, et c'est vrai. On a aussi fait des tests avec les tissages de Charlieu, nous. Et effectivement, en termes visuels, nous, on a fait le choix d'utiliser, de mettre le recyclé dans le fil écru. Donc, sur un denim, c'est celui de l'intérieur. Ça ne se voit pas de l'extérieur ou quasiment très peu. En tous les cas, ça peut changer l'aspect visuel par rapport à l'ordinaire, mais c'est pas un aspect visuel. Tiens, ce denim est recyclé. Après, pour revenir encore, nous, la première expérimentation qu'on a faite, et d'ailleurs, j'ai le jean aujourd'hui sur moi, on a voulu voir, montrer c'est justement ces chiquettes, etc. Mais c'était vraiment pour dire, regardez, c'est du recyclé. Quand je vous parle effectivement de la totalité de nos collections faites avec minimum 25% de recyclé, l'idée c'est que ces jeans-là baignent dans l'univers du jean lambda, c'est-à-dire c'est pas spécifiquement, on va pas communiquer sur, regardez bien, celui-ci recyclé, puisque l'idée c'est que tous nos jeans soient recyclés, que ça devienne en fait la norme chez 1083. Qu'un denim 1083, c'est un denim qui a une partie de pourcentage de recyclé. Donc, effectivement, après ces premiers tests plutôt concluants, l'aspect visuel n'est pas endommagé et n'est pas détérioré. Quant à la qualité, pour justement l'avoir testé, pour nous, il n'y a pas de différence, ni de qualité, ni d'usure prématurée, ni de confort. Très bien, mais effectivement, cette idée, je pense que c'est une belle conclusion aussi, cette idée de faire une nouvelle norme à partir des matières recyclées. Donc, merci beaucoup, Alexia, pour le partage. On a hâte de voir, au même titre que les autres expérimentations, le rendu final et les prochains tests qu'il pourrait y avoir à l'issue de ces expérimentations. Merci beaucoup, Alexia. Merci, Julien. Dernière intervention pour finir. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Martin Richaud, donc de Nouvelles Fibres Textiles, autour d'une dernière idée reçue. Martin, je ne te vois pas, mais si tu... Bonjour, je suis bien là. Bonjour. Cette idée reçue qu'on va essayer de démystifier ensemble, c'est la suivante, celle que vous voyez encore une fois sur votre écran. Le fait que le recyclé ne serait pas prêt pour la phase industrielle, pour l'industrialisation. Au même titre, Martin, peut-être que les derniers intervenants, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle expérimentation qu'on n'a pas encore abordée et votre rôle au sein de Nouvelles Fibres Textiles? Oui, tout à fait. Donc, je suis Martin Richaud, je suis en charge des activités de Nouvelles Fibres Textiles et du site de préparation matière de Nouvelles Fibres Textiles au sein du pôle recyclage des tissages de Charlieu, dont Emmanuel parlait tout à l'heure. Et Nouvelles Fibres Textiles est embarquée dans cette coopération avec Soprema afin de travailler sur l'intégration de gisements post-consommation dans des isolants thermiques et acoustiques de Soprema en substitution ou en complément de gisements post-industriels. Notre mission là-dedans, c'est de réussir à préparer de la matière et à contrôler le taux de fibres isolantes à l'intérieur de ces matières préparées en vue de les intégrer sous forme de matière effilochée dans des isolants thermoacoustiques fabriqués par Soprema sur leur site de Golbet, dans les Vosges. Et donc, on se positionne en tant que collecteur de certains gisements qui sont aujourd'hui peu valorisés ou pas valorisés de TLC issus des centres de tri français. Donc, de collecteurs de ces gisements, de trieurs via un procédé de tri automatisé qui nous permet de trier par composition ou par couleur les gisements que l'on collecte. Et ensuite de délisseurs, c'est-à-dire d'apporteurs de solutions pour le retrait des points durs qui sont présents dans les textiles usagés, et de pré-effilocheurs, voire d'effilocheurs, afin d'avoir une matière qui est complètement prête pour être incorporée dans les panneaux d'isolation. Et on voit justement là à l'écran l'objectif final qui est de l'ordre de 500 tonnes de panneaux isolants thermoacoustiques.
Peut-être pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, Martin, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur de ce que ça représente, cet objectif de 500 tonnes de panneaux? Alors oui, pour Nouvelle Vie Textile, c'est l'expérimentation IMRI Fashion, donc se déroule sur l'année 2025-2026. Nous, on est acteurs principalement sur le premier semestre 2026, donc entre janvier et juin 2026, on va faire partir 20 tonnes de matière effilochée de nos usines tous les 2 mois, donc un smear-morgue tous les 2 mois, entre janvier et juin 2026. Et donc, ça représente pour nous 4 à 5 jours de production, de tri automatique, de délissage et puis de pré-effilochage et d'effilochage. Donc, c'est quand même, ça revient une semaine sur 8. Donc, c'est quand même un huitième de notre capacité à installer qui est utilisé pour cette expérimentation. D'où l'intérêt de se faire accompagner sur cette expérimentation parce que voilà, ça nous consomme quand même une bonne partie de notre capacitaire. Sachant que la fibre est incorporée, vous voyez, comme c'est écrit à 10-20% dans les panneaux d'isolant, si elle est incorporée à 20% dans les 500 tonnes, on a effectivement 5 expéditions de 20 tonnes. Donc une centaine de tonnes qui vont sortir de notre usine en 6 mois. Des volumes, ouais, des volumes très importants avec ce passage à l'échelle en lien avec cette idée reçue qu'on cherche à démystifier. Pour arriver à fabriquer finalement ces 500 tonnes de panneaux, est-ce que vous avez dû vous aussi donc, adapter chez vous auprès de Soprema certains outils, certains process pour pouvoir traiter ces volumes-là, comme vous étiez en train de le dire juste avant? Alors, l'activité de l'usine pilote de Nouvelle Fibre Textile, elle a commencé déjà il y a 2 ans. On n'était pas forcément sur des ordres de grandeur de série de production équivalentes jusqu'à présent. Enfin, pour certaines applications, oui, mais c'est quand même pour nous un changement d'échelle et c'est un changement d'échelle qui est complètement nécessaire parce qu'on sait que le défi du recyclage passera en partie pour nous par la massification en collecte et en transformation. Donc, il y a une certaine adaptation d'organisation. C'est vrai qu'on tourne sur des runs qui nous occupent une semaine complète. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ça a été d'être capable de mettre en place une collecte et un approvisionnement sur cette typologie de produits qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le multico cotonneux. Donc, c'est un mélange entre, comme c'est écrit, hein, jean, t-shirt, pantalon, chemise, drap, en tout cas du linge qui est riche en coton et plutôt faiblement concentré en polyester. Et puis, il a fallu qu'on crée de nouvelles recettes, à la fois de tri et à la fois de délissage et d'effilochage afin d'atteindre des concentrations cotonneuses importantes qui sont nécessaires pour avoir des bonnes propriétés d'isolation thermique, des longueurs de fibres qui permettent d'avoir une bonne résilience du panneau acoustique. Donc, on va travailler plutôt en fibre plutôt courte, à l'instar de la fibre longue qu'on travaille plutôt pour des sujets de filature. Un faible taux de poussière aux opérations d'effilochage chez notre partenaire et société sœur Buisson Recyclage, qui fait les activités d'effilochage. Donc voilà, on est surtout sur de la création de recettes de fabrication et de production, et puis une organisation un petit peu adaptée pour traiter ces volumes. Donc, quand même quelques changements importants pour vous. Pour finir, en préparant aussi cet échange, vous me parliez des nouvelles opportunités qui ont été créées, qui sont nées plutôt de cette expérimentation en termes de flux, de collaboration, d'autres applications. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les ouvertures, les opportunités que ça a créées pour vous, cette expérimentation? Alors là, au sein de ce projet, c'est vrai que cette expérimentation IMR, ça nous a permis de travailler avec un très gros groupe et donc de travailler sur 2 typologies de tailles d'entreprises différentes. Nous, on a une petite usine pilote de capacité de 1000 tonnes par an. L'usine de fabrication de Soprema à Golbey, elle frôle les 60 000 tonnes. Donc, ça nous permet de travailler entre acteurs PME, grande entreprise, mais aussi de PME à PME sur des sujets d'industrialisation qui nécessitent des essais conséquents d'industrialisation. Donc, voilà, là, on a adressé le marché de l'isolation, un marché qui est quand même particulièrement compétitif en prix. Et donc, faire des essais coûteux sur des sujets qui doivent à la fin avoir une vraie réalité économique, c'est vrai que c'est plus simple pour nous si c'est accompagné, et ça a été un peu l'intérêt de ce dispositif. Mais on pense l'étendre et on pense essayer de continuer à l'utiliser, ce dispositif, pour essayer d'adresser d'autres marchés. On a des marchés
divers et variés. On a des marchés automobiles, on a des marchés de la filature habillement sur lesquels on travaille, que Emmanuel et que Madame Botin qui habille ont un peu évoqué tout à l'heure, et qui sont voilà, voilà, ce sont des marchés qu'il est toujours un peu compliqué d'adresser sur le plan technique, sur le plan économique. Ce sont des projets au long cours et le fait de pouvoir financer le surcoût engendré par ces opérations d'incorporation de matières recyclées, il y a des marchés qu'on n'irait pas développer si on n'était pas accompagné, effectivement. Donc je pense que c'est un vrai, à mon avis, un vrai soutien. Effectivement, il y a cette partie financière derrière les logiques industrielles d'industrialisation de passage à l'échelle. Merci beaucoup, Martin. Je vois que vous avez partagé beaucoup de choses. Je sais que certaines sont confidentielles, donc merci d'avoir joué le jeu. Merci aux quatre intervenantes et intervenants qui ont pu partager leur expérience sur ces expérimentations. Si vous avez des questions, on y répondra effectivement dans le petit temps de questions-réponses qui arrive. Mais juste avant ça, je vais repasser la parole aux équipes ReFashion pour vous présenter la suite. Merci à tous. Donc effectivement, pour terminer ce webinaire, on va revenir sur les modalités du dispositif pour 2026. Donc tout d'abord, voici le calendrier. Les candidatures seront ouvertes à partir du 1er avril jusqu'au 29 mai 2026. Ensuite, à partir de mai, avec l'aide de Deloitte, on va venir analyser vos propositions de candidature et ReFashion viendra sélectionner les expérimentations lauréates. Et ensuite, les premières expérimentations dont les dossiers sont suffisamment aboutis pourront débuter dès la mi-mai pour une durée maximale de 1 an à partir de la signature du contrat. Et ReFashion reste disponible pour vous accompagner donc dès maintenant à monter votre projet. C'est-à-dire, venir vous aider dans la réflexion de votre projet, venir vous aider aussi à identifier des partenaires si vous le souhaitez. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement technique tout au long du projet. En termes de conditions d'éligibilité, on vous invite à vous référer au règlement qui sera disponible dès aujourd'hui pour consulter l'ensemble des conditions, mais on vous a remis ici les principales. Donc tout d'abord, sur le projet, il faut que le projet concerne l'utilisation de textiles, linge de maison ou chaussures post-consommation non réutilisables qui soient collectés en France. Comme on vient de le dire, le projet peut s'étendre sur une durée maximale de 12 mois à partir de la signature du contrat. On vous demandera aussi de venir identifier les gisements matières, les volumes qui sont visés et bien sûr d'avoir un client final pour votre produit. On vous demande également des projections en termes de volume à horizon 3 ans et il faut que la solution soit applicable en France ou en Europe. Concernant le porteur de projet, vous pouvez être porteur de projet uniquement sur un projet. En revanche, vous pouvez être partenaire dans plusieurs projets. Il faut que le porteur de projet soit aussi en capacité de traiter ou de réincorporer des TLC de façon industrielle et que vous interveniez au moins sur une des étapes de la chaîne de valeur. Il faut également que le porteur de projet soit à jour de ses déclarations ou autres engagements s'il en a vis-à-vis de l'éco-organisme. Et enfin, il faut que vous soyez inscrit sur la plateforme Recycle de ReFashion, si ce n'est pas déjà le cas. Et en termes de dépenses éligibles, donc ReFashion vient financer 100% des dépenses éligibles. Donc ces dépenses, elles couvrent les étapes qu'on vous a mentionnées précédemment. Donc ça débute à partir du tri et de la préparation de la matière, donc l'achat de la matière recyclée. On vient couvrir aussi tout ce qui est essai de recyclage, essai de transformation, d'incorporation et tous les tests finaux pour vérifier la conformité du produit et assurer la qualité du produit. On prend aussi en charge tout ce qui est transport entre les différents partenaires et les dépenses de personnel pour le suivi du projet à hauteur de 10% du budget maximal du projet. Il y a également des dépenses qui sont inéligibles. On vous a remis une liste qui est non exhaustive. Là encore, on vous invite à vous référer au règlement. Mais par exemple, on ne vient pas prendre en compte la collecte et le tri s'ils sont réalisés par des opérateurs de tri non conventionnés par ReFashion. C'est un point qui nous assure une traçabilité des gisements.
on ne vient pas non plus financer les étapes qui concernent la confection ou tout ce qui est certification et test REACH, par exemple. Et je laisse la main à Clotilde pour terminer. Donc la dernière slide sur comment candidater. Donc on espère que vous êtes motivés. S'il y a une chose que vous devez retenir et mettre en favori, c'est le lien vers la plateforme dédiée pour candidater aux expérimentations incorporation de matières recyclées en 2026. Donc c'est le lien suivant, refashion-espace-projet.agrowise.com. Les candidatures seront ouvertes bientôt à partir du 1er avril. Elles vont courir sur 2 mois jusqu'à fin mai. Et bien évidemment, donc Clara l'a bien dit, c'est un accompagnement technique et financier de la part de Refashion. Donc n'hésitez pas à nous contacter au besoin directement sur le mail dédié expérimentation@refashion.fr. Et concernant les derniers éléments clés vraiment à retenir, le règlement est dès aujourd'hui, il est déjà disponible sur la plateforme Espace Projet Agrowise de Refashion. Donc on vous invite à le consulter pour être bien au courant des différentes modalités des expérimentations Refashion. Concernant votre dossier à compléter, il y aura un formulaire et un dossier qui est de forme libre. On attend également un cahier des charges du produit fini. C'est vraiment important que vous vous posiez, que vous réfléchissiez d'une façon très détaillée à qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir en termes de caractéristiques produits, que ce soit quelque chose de clair pour vous. On attend également comme pièce un rétro-planning prévisionnel du projet qui est demandé à être le plus réaliste possible. On est dans un type de projet où il peut y avoir parfois des allers-retours, parfois un petit peu de retard. Donc il faut vraiment avoir ça en tête et ne pas forcément être trop ambitieux, mais bien se donner le temps de faire toutes les étapes nécessaires, notamment si on est sur un projet où vous souhaitez, par exemple, refaire un produit textile et que vous souhaitez le commercialiser pour, par exemple, la collection automne-hiver 2027. En pièce justificative, on attend également une évaluation financière du projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on attend comme assez détaillé, sachant que Refashion va étudier cela avec attention. On a du recul sur ça et de la connaissance sur combien coûte à peu près telle et telle opération. C'est quelque chose qu'on peut venir challenger. Et pour terminer, une preuve de fabrication d'un produit avec un minimum de 10% de matière recyclée dedans. C'est pas forcément de la matière recyclée post-consommation, mais en tout cas, c'est vraiment une preuve de votre ambition, que c'est un sujet qui vous intéresse de travailler avec de la matière recyclée. Parfait. Donc là, on a un petit peu dépassé, mais on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Et en parallèle, vous pouvez aussi scanner ce QR code. On va vous mettre également le lien dans le chat vers le questionnaire de satisfaction de ce webinaire. C'est très important pour nous d'avoir vos retours pour savoir s'il y a des choses qui vous ont manqué ou si tout était parfait. N'hésitez pas à nous le dire également. Donc je vois qu'il y a quelques questions qui ont pu être posées, notamment pour les intervenants. N'hésitez pas à écrire vos questions si vous en avez encore en tête. Et on va reprendre un peu les questions, mais du coup, on avait une première question sur la traçabilité de la matière recyclée. C'était quelque chose, par exemple, qui est beaucoup attendu pour les fabricants dans la chaussure, notamment dans le running. Là-dessus, oui, c'est un sujet sur la matière recyclée, mais les acteurs y travaillent, et le fait que les matières passent aussi par des opérateurs de tri qui soient conventionnés, puis que les acteurs soient situés soient localisés en Europe, c'est quelque chose qui vous permet aussi d'assurer la traçabilité. On a par exemple une expérimentation en cours avec The 8 Impact, qui est un recycleur sur la chaussure, et qui a une expérimentation en cours pour incorporer de la matière recyclée. Donc on en parlait tout à l'heure du caoutchouc et de l'EVA dans des semelles de chaussures. Donc c'est un sujet qu'ils adressent, et c'est un sujet qui est travaillé aujourd'hui.
Je peux prendre la question suivante. C'était une question sur la qualité matière des fils qu'on pouvait obtenir en travaillant avec du post-consommation. Est-ce qu'on peut obtenir une fibre qui reste solide et donc conforme aux exigences clients? Donc, Emmanuel Prété a un petit peu répondu lors de son intervention, je pense, sur ce sujet-là. Donc, il y a vraiment un enjeu de bien comprendre le cahier des charges client et aussi de trouver un peu le meilleur compromis de mélange matière en mettant un peu de post-consommation, pourquoi pas un peu de chute de production et bien évidemment de la matière vierge pour obtenir un bon équilibre dans le mélange matière. Emmanuel, n'hésitez pas à compléter ma réponse si vous avez des arguments en tête. Ouais, c'est ça, faut bien garder en tête qu'une matière post-consommateur, elle a vécu, hein, elle a été dégradée par sa première vie, quand il s'agit d'un textile d'habillement, elle a été lavée, portée, utilisée, séchée, repassée, etc., maintes et maintes fois, voire plusieurs dizaines ou centaines de fois. Ou pas. Voilà. Des fois, ça peut être très court aussi la vie d'un textile. Et les opérations de recyclage, notamment quand il s'agit d'opérations de recyclage mécanique, viennent agresser la matière. Donc oui, la matière post-consommateur est, est intrinsèquement plus fragile qu'une matière vierge. Par contre, on peut aller quand même de suffisamment bonne qualité pour être utilisé grâce aux procédés qu'on met en œuvre. Et ouais, il faut être habile dans les façons de développer des fils. C'est un point clé. Et c'est Voire d'utiliser des post-traitements sur étoffe, hein, c'est aussi possible, hein. Et c'est aussi tout l'enjeu des expérimentations, de venir faire des essais pour que ça réponde à vos exigences qualité. Il y avait 2 questions, même peut-être 3, notamment dans le cadre de l'expérimentation menée avec Kiadi. Il s'agit de l'incorporation de 10 à 20% de fils de polycoton recyclés mélangés à quel fil vierge? Je suis pas certaine de bien comprendre la question. C'est peut-être une question à adresser à vous, Caroline et Emmanuel, mais je pense que la question derrière, c'était de savoir avec quelle matière vierge a été mélangé le polycoton pour obtenir cette composition finale. Ouais, je peux répondre, hein, parce que c'est pas très confidentiel. C'était des matières cotonneuses qui ont été, donc post-consommateurs, qui ont été mélangées avec du coton post-industriel et un petit peu de fibre de polyester recyclé en fibre. Voilà. Donc Et c'est du 100% recyclé, post-conso, post-indus et polyester bouteille. Et dans quelques années, on aura du polyester textile to textile, espérons-le. On aurait aimé faire du 100% coton, mais pour pouvoir intégrer plus de recyclé du côté coton, on est obligé d'intégrer un peu de polyester à ce jour, en tout cas, avec Tissage de Charlieu. Et pour nous, c'était important de favoriser surtout la part de recyclé au global, même si on pourra communiquer et sur le coton recyclé post-industriel. Il n'y a pas de honte à utiliser du post-industriel si on fait avancer la filière en parallèle. Donc, pour nous, ce qui était important, c'était d'avoir quand même un toucher coton, mais d'avoir une durée de vie et une qualité de réaction des fils et des étoffes au test. On a oublié peut-être de le dire, mais ces produits doivent passer les standards de test habituels de chez Kiabi qui sont assez exigeants et le plus surtout alignés possible avec ceux de ReFashion afin de pouvoir bénéficier d'éco-modulation qui sait sur ces produits. Et tant que vous avez la parole, Caroline, il y avait une question aussi pour savoir en enfin là le pilote qui vient d'être mis en place, est-ce que ça a permis de valider une mise en place opérationnelle et de quelle manière dans vos futures collections peut-être? Alors là, on est dans un domaine à la limite de la concurrence, honnêtement, dans la question. Donc, j'ai pas de visibilité aujourd'hui. En fait, comme on vous le dit, on est en production actuellement
chez Tissage de Charlieu et au Denim Center, qui est le confectionnaire qui prend le relais, qu'on n'a pas cité, mais qui est lui aussi en France, à côté de chez nous, à Neuville-en-Ferrain. On est en cours de production sur la partie Fouta avec eux. On est en cours de production robotisée pour les sacs avec Tissage de Charlieu avec eux-mêmes. Et on reviendra sur le denim pour l'hiver. On verra refaire une boucle une fois que ces produits seront vendus aussi. Maintenant, il faut les mettre au contact du client, les mettre en avant et puis voir ce que ça donne. En tout cas, ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait faire ensemble, un certain nombre de titrages de fil, comme disait Emmanuel, et des titrages qui ne travaillaient pas forcément précédemment. On sait aussi que le denim, ça a été plus compliqué que les autres produits pour retrouver un toucher, pour retrouver un visuel. Donc, on est encore en train d'apprendre, mais on a un potentiel à continuer sur ce type de produit dans les années à venir, voire même on avait réfléchi à d'autres tissus de pantalons. Voilà, il y a des choses à envisager ensemble et si possible dans une boucle fermée locale. Par contre, en gagnant en temps dans nos mises au point, en se connaissant mieux et en connaissant mieux nos allers-retours d'échantillonnage et tout ça. La première saison, c'est vraiment celle à laquelle il faut s'accrocher pour construire les suivants. Merci. Merci Caroline. Je vois un petit peu plus bas une question pour un autre intervenant pour Soprema. A-t-il été nécessaire de mettre en place un protocole ou un procédé de nettoyage, de décontamination des produits post-consommation avant incorporation dans les panneaux? Alors, chez Nouvelle Fit Textile, non, ça n'a pas été nécessaire. Ce qu'on collecte aujourd'hui, c'est du TLC issu des centres de tri, qui sont donc, comme on le disait tout à l'heure, triés par composition, délissés, puis ensuite pré-filochés et filochés, et qui ne subissent aucune opération de nettoyage ou de traitement ni chimique, ni aqueuse, ni mécanique. Et qui sont ensuite fournis à Soprema pour incorporation. Alors, je ne connais pas en détail le procédé de Soprema, mais aujourd'hui, Soprema consomme du déchet post-industriel, donc effectivement qui ne subit pas les mêmes expositions à la sueur, à la contamination bactériologique ou virale. Mais non, aujourd'hui, ça n'a pas fait l'objet d'une étude, ou en tout cas, ça ne rentre pas dans le scope de cette étude de notre côté, non. Merci. On avait une autre question aussi sur les autres projets d'expérimentation qui ont été menés. C'est vrai qu'ici, on vous en a présenté 4. Au total, il y en a eu 12. Et ici, les 4 qu'on vous a présentés portent sur du recyclage mécanique parce que c'est le procédé qui est adapté aux matières qui étaient recherchées par les clients. Mais on a effectivement eu d'autres expérimentations, dont une sur la chaussure, on vous le disait tout à l'heure, donc qui est plus sur des procédés thermomécaniques avec du compoundage. On a également eu une expérimentation avec du recyclage chimique puisqu'elle portait sur du polyester et une autre encore sur du thermomécanique pour de la plasturgie. Donc là, vous avez eu des exemples de recyclage mécanique, mais le dispositif n'est pas limité à ce type de recyclage. Ça, tout dépend du produit que vous voulez développer et des procédés qui sont adaptés. Et très rapidement, il y avait une question sur géographie, où est-ce que se déroulent les essais de réincorporation pour la production de ces produits. Donc là, on est bien sur un territoire européen. Donc on interagit pas mal avec des acteurs français, mais ce n'est pas uniquement limité à la France. On est allé un petit peu plus loin, comme on l'avait montré un petit peu plus tôt sur la carte, où il y avait les points des différents acteurs impliqués dans les expérimentations en 2025. Et ça rejoint une dernière question sur les centres de tri conventionnés. Les centres de tri conventionnés avec Refashion, il y en a en France, il y en a aussi en Europe. Ce sont tous des centres de tri qui reçoivent du gisement collecté en France. Mais tant que c'est un centre de tri conventionné avec Refashion, c'est OK pour rentrer dans les conditions de financement de cette expérimentation.
Ouais, il reste. On peut peut-être essayer de traiter les dernières questions. On va un tout petit peu déborder. Donc il y a les deux dernières questions que je vois là, c'est plutôt d'un point de vue qualité. Donc comparaison de la matière vierge versus la matière recyclée post-consommation. Donc évidemment, il va y avoir des différences, mais de la même façon qu'entre plusieurs matières vierges, on peut observer des différences. Et ça, c'est propre à chaque matière, comment on l'a traitée. Et c'est pour ça aussi que ce dispositif ReFashion existe. On vous invite à candidater et à réaliser vos propres essais sur votre matière pour aboutir à votre produit que vous souhaitez obtenir. Et ça m'a échappé, on avait une dernière question. Donc ça, c'est plutôt pour Alexia sur le projet Mon Coton qui a été initié par 1083 et le slip français il y a quelques années. Donc c'est un projet qui avait pu bénéficier du soutien ReFashion. Je n'ai pas personnellement pu suivre ce projet, mais en tout cas, je sais que ça avait été plutôt une belle réussite technique. Je ne sais pas, Alexia, si vous souhaitez dire quelques mots rapidement sur le sujet. Ouais. Alors, pareil, c'est pas moi qui avais suivi le projet à l'époque, parce que je crois que ça remonte à 5 ans maintenant, hein. Effectivement, belle réussite. On était arrivé à monter à 80% de fibres recyclées. Et on avait fait des prototypes de jeans. Et le fameux jean 100% français dont je vous parle, il est issu en fait de Mon Coton. Donc en fait, sauf que pour justement s'assurer une qualité et éviter une usure prématurée, au lieu de vendre un jean, de commercialiser un jean à 80% de recyclé, on a préféré redescendre à 50% de recyclé. Mais effectivement, non, ça a été un projet, effectivement, une réussite. Disons que en tant que test, le projet Mon Coton était très intéressant parce que ça nous a permis de tester les limites et de définir en fait les limites il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et de pouvoir justement, comme disait Caroline tout à l'heure, c'est de connaître et de comprendre, d'avoir une compréhension plus claire du maillage entre acteurs, qui n'est pas toujours simple en fait. Et on le voit encore aujourd'hui. Il faut attendre les nouvelles de machin, puis caler avec bidule, parce que on est plusieurs sur la chaîne en fait à intervenir, tous dans nos domaines respectifs, et on a tous aussi des enjeux respectifs. Et c'est vrai que souvent, intégrer un projet, et c'est aussi la force de ReFashion, quand c'est porté par ReFashion et qu'on présente le projet comme ça parfois plus de poids effectivement auprès des partenaires et des parties prenantes qu'il faut contacter sur ce projet-là. Donc oui, le projet Mon Coton, c'est un succès, mais c'est resté à l'état de test. Donc pour conclure, la commercialisation a été faite d'un produit issu de l'expérimentation Mon Coton, mais qu'on a préféré quand même redescendre à 50% de recyclé. Merci Alexia. Je vois qu'il n'y a plus de questions qui sont ouvertes. On a un petit peu dépassé le temps du webinaire. Merci beaucoup à tous les intervenants qui étaient là aujourd'hui. Merci à vous également qui avez posé des questions pertinentes et qui êtes restés attentifs tout au long de ce webinaire. Le replay vous sera envoyé d'ici quelques jours. Et on vous retrouve donc en espérant retrouver vos candidatures prochainement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.